un certain Agaza Arabia. Les Verts de Tokoin sont dans le noir. On parle aussi du CHAN 2020 qui a lieu en avril au Cameroun. Le Togo est qualifié, vous le savez, pour la première fois à cette compétition. Quelles sont les chances des éperviers à prime là-bas intercamerounaise? La CAN 2021 de football, elle aussi ramenée en été. On va en parler. Le congrès électif à la Ligue de basketball de Lomé. Désiré Patalé, président de Fighters, candidat. Dengue de sport invite aujourd'hui Aristide Kouévilien d'Africain Faux Sport, Félix Walla de Foot Chronique, Latif Irouma de la rédaction de Sport FM. On va remercier l'homme à devant pour la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dengue de sport mise en onde à NAS PM. Je suis Franck Nouniama. Gbabio Amouklu Sopetao Nemni Neneo Adasio Laguin King Mensan qui parle des disparus. Voilà, beaucoup qui nous ont quittés dans le monde sportif. Aujourd'hui, on parle d'Amouklu Sopé, ancien gardien de but de Semassi de Sokodé et ancien entraîneur des gardiens de l'AS Douane, Latif Irouma. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Félix Walla, merci d'être là. Oui, bonjour Franck et merci à vous de m'avoir invité cet après-midi. Voilà, Latif Irouma Amouklu Sopé, l'ancien gardien de Semassi de Sokodé, n'est plus. Il est parti à 62 ans. Mais vous le connaissez? Oui, je l'ai connu beaucoup plus quand il a arrêté de jouer. Parce que justement, il résidait jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre des vivants. Il résidait dans sa maison familiale ici à Tokoin Habitat. Pour ceux qui connaissent véritablement Tokoin Habitat. Et donc, on est voisins. Voilà, on est voisins. Tout le temps, on se voit. Je connais sa maison. Donc, je me souviens une fois, j'ai eu des soucis de santé. Il m'a aidé par rapport justement à comment pouvoir donc me remettre. Et je connais sa fille qui également est joueuse, qui est gardienne de but des Amis du Monde et de l'équipe nationale. Oui. Et voilà. Et puis Amouklu, on l'a beaucoup plus connu quand nous on était encore petits, parce qu'il a fait toute sa carrière de footballeur à Semassi. Avec les Amozouga et puis Sasakibu, les Madjidje et Soavana, ils ont précédé les Kondo et Sofa, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du foot togolais et également de Semassi. Et Amouklu a fait les années 80-90. Dans les années 90, nous, on commençait peut-être à aller au terrain, mais en escaladant les murs pour pouvoir justement avoir accès et voir ces légendes-là. Aujourd'hui, il n'est plus. On s'est beaucoup plus connu parce qu'il a fait aussi l'AS Douane. Il était le gardien de but à un moment donné, donc le coach des gardiens de but de l'AS Douane aujourd'hui à SOTR. Et quand on se voit, on parle toujours, on parle le thème. Parce qu'il a fait longtemps ce codé et il parle le thème. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Félix Walla, vous avez entendu parler de lui? Non. Vous êtes très jeune, vous. Oui, très jeune. Vous n'avez jamais entendu parler d'Amouklu Sopé? Oui, vous l'apprenez, c'est un ancien gardien de Semassi de Sokodé, quelqu'un de très sobre, de très jovial. Chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, il s'arrête avec sa moto, il vient nous saluer. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment sobre, on peut le dire aujourd'hui. On dira tout simplement que le football togolais vient de perdre quelqu'un de grand, quelqu'un qui a porté Semassi dans ces années dont Latif parle il y a quelques instants. Et sa fille est gardienne de but de Amis du Monde et de l'équipe nationale dames du Togo. Donc on peut dire que c'est une famille de footballeurs. Aujourd'hui, on s'apprête à le conduire en sa dernière demeure. C'est quelque chose qui touche tout le monde, qui rappelle un peu ce que l'homme a fait pour ce sport-là, ce que l'homme a dû vivre, on va dire, dans ses derniers moments de vie sur Terre.
Tout ce qu'on peut dire juste, c'est que Radio Sport FM par ma voix présente ses condoléances les plus attristées à la famille en pleurs et à la famille la famille du football togolais. On parle maintenant de la deuxième division. Vous savez, la D1 a pris fin par rapport à sa phase aller il y a quelques jours. La D2 continue avec la 6e journée ce week-end. Et dans la zone nord, on a beaucoup de matchs. Lorsqu'on regarde un peu le calendrier, il y a ce match-là entre l'AS Bina et Kakadel, qui est d'ailleurs le match au sommet. C'est le match entre le premier et le deuxième de la zone nord. On va en parler. On regardera également Fukpa, Bundia, Agoua, US Agbandi, Fouadan, Doumbé et puis CDF Aknour, qui est vraiment dans la difficulté. 5 journées, aucune victoire pour ce club qui est en train d'apprendre, CDF Aknour Bikinti. C'est compliqué pour le moment pour le centre de Bafilo. Mais là, on va parler de ce match-là entre, on dira, AS Bina et Kakadel de l'Efalé. Nous allons écouter Bataba Balakimoé, qui est l'entraîneur du club de Pagouda. Bien entendu, nous les attendons de pied ferme, histoire de remonter la population à un degré un peu plus haut. Parce qu'il faut le dire, la population de Pagouda ne cesse de nous soutenir et c'est très important. Voilà, Bataba Balakimo est l'entraîneur de l'AS Bina. Les 2 matchs disputés à domicile, l'AS Bina les a gagnés, marqué 4 buts, aucun encaissé. Oui, vous savez, pour pouvoir réussir ses objectifs dans un championnat ou dans une compétition, il faudrait commencer à être souverain à domicile. Et c'est ce que cette équipe-là est en train de faire. Gagner ses matchs à domicile, aller chercher au pire des cas un nul à l'extérieur. Pour l'instant, ça marche bien. Ils ont essayé de remonter un tout petit peu le tableau avec ce match en retard qui les a mis dans une position idéale. Ils sont allés contraindre Doumbé au partage, ou bien c'était Fouadan au partage des points. De la journée récente. Oui. C'était face à Bikinti. C'était face à Bikinti. Un but partout, voilà. Et donc, je crois que pour l'instant, c'est bien pour cette équipe-là qui, depuis la saison dernière, a annoncé quand même de vivre voir ses objectifs. C'est de revenir en première division. C'est d'arriver en première division parce que ce n'est jamais arrivé pour l'équipe de Pagouda. Ils n'ont jamais eu cette chance-là. Maintenant, ce sera face à une équipe qui a déjà goûté la première division. Ce sera face à une équipe qui également a des dirigeants qui disent voilà, nous sommes maintenant prêts pour revenir en première division parce que avant on parlait de Kakadel de Défalé, maintenant c'est Kakadel de Doufelgou. Ça suppose que ce n'est plus une histoire de Défalé, c'est une histoire de toute une préfecture et donc ces 2 équipes qui ont à leur tête également des entraîneurs qui ne sont pas quand même des moindres, Kembe du côté donc de l'équipe de Kakadel et puis Bataba Balakimoé qui a déjà ancien des ans de Montien. Ce sera un match très intéressant et je crois qu'un match nul n'arrangerait pas forcément ces 2 équipes parce que derrière il y a Bunja qui veut forcément revenir par des victoires, qui est en embuscade, qui peut à tout moment revenir dans le fauteuil de leader et donc c'est un match intéressant, un choc du haut du tableau qui captive toutes les attentions. Oui, AS Bina, Kakadel, Félix, ça vous dit quoi? Un choc de haut tableau, comme l'a dit Latif tout à l'heure, parce que les 2 équipes se tiennent à 1 point. Il y a AS Bina qui est à 11 points et Kakadel qui est à 10 points. Oui. Et lors de la journée récente, Kakadel a réussi à battre Fukpa par 3 buts à 1. Donc cette équipe va vouloir continuer dans cette lancée pour distancer ses adversaires directs sur le terrain. Donc sur ce match sera une affiche alléchante. Le problème pour Kakadel, c'est que les 2 matchs disputés à l'extérieur, elle n'est arrivée qu'à prendre un seul point sur 6 possibles. Alors, ça va jouer. En tout cas, Kembe Amako compte sur ses joueurs parce qu'il y a au sein de son effectif un buteur qui a déjà on va dire 4 réalisations à son actif. On verra ce match-là avec intérêt. On suivra les choses avec intérêt. D'autres matchs, on vous l'a dit, Fukpa joue contre Bunja de Ketao. Agoua de Kusuntu donne rendez-vous à l'US Agbandi. Fouadan de Dapaon, Doumbé de Mango, Salah également. Aussi, ça s'annonce intéressant. Oui, c'est un derby des savanes. Pour ceux qui connaissent véritablement les 2 villes, vous quittez Mango et puis vous êtes à Dapaon. Et
Et l'histoire aussi de ces deux équipes, c'est qu'elles ont été véritablement pendant un moment en première division, ont eu à jouer quand même des grands rôles. Lorsqu'on parle des Abdoulaye Faye, Abdoulaye Yakoubou, voilà, c'est au niveau de Doumbé. Il y a l'histoire d'Alassane Mozoli et puis de Kofi Komla, également avec Fouadan de Dapaon. Sauf que voilà, ces deux équipes ont perdu leur verve, surtout Doumbé, qui est tombé véritablement dans les méandres du football, et puis Fouadan qui n'arrive pas véritablement à se donner un rythme aussi alléchant, parce que Fouadan vient, repart, revient, repart, vient, repart. Donc c'est quand même un match intéressant, mais l'autre aspect, c'est que Fouadan reçoit Doumbé à Mango. C'est ça aussi. Fouadan avait l'occasion quand même de demander à ce qu'on programme ce match-là ailleurs, mais ils ont laissé comme cela, parce que lorsqu'ils se décident de revenir, par exemple jouer à Niamtougou, ça suppose que et leurs frais et les frais supplémentaires de l'équipe adverse reviennent donc à cette équipe de Fouadan. Et donc c'est Fouadan qui reçoit à Mango, Doumbé de Mango, vous allez comprendre. Et c'est le quatrième qui accueille le cinquième avec les deux équipes à 8 points. Donc ça montre comment des fois cette affiche est vraiment attendue. Vraiment attendue, importante aussi pour les deux clubs. Et on aura CDF Aknour qui joue contre Bikinti de Bassar. Pour le moment, c'est pas la grande forme pour le centre de Bafilo, qui n'a enregistré aucun point. Oui, depuis le début de la saison. 0 point avec, sur 15 possibles. Sur 15 possible. Lorsque vous écoutez les dirigeants, c'est vrai, ils ont perdu tous les matchs, mais ils disent que voilà, ça a été souvent accroché. Ils ont, à part le 2-0 véritablement perdu lors de la première journée, il y a eu des matchs 1-0. Face à Agbandi, c'était 1-0 sur penalty. Face à Goua, c'était 1-0 sur penalty. Ils disent qu'ils perdent sur des détails. Ils commencent également à pointer du doigt également le sifflet. C'est vrai, bon, je n'ai pas suivi encore un seul match de cette équipe-là, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour changer, pourquoi pas la physionomie. Comme quoi 1, 2, 3 joueurs expérimentés, ça peut commencer à donner quelque chose. Parce que le football académique suppose voilà, de ne pas sauter les lignes. Il faut commencer par jouer dans tous les compartiments, alors que les autres équipes pratiquent le football direct, et ça donne ce que ça donne. À la fin, vous entendez, oui, et pourtant, les enfants ont bien joué, mais c'est le point comptable qui compte. Et aujourd'hui, pour ce point comptable-là, ils ont pêché sur toute la ligne. Mais lorsque vous voyez le classement, Franck, ça se tient sur 2 matchs. Il suffit juste que, voilà, Aknour gagne 2 matchs, et il quitte sa position délicate, puisqu'il y a plusieurs équipes qui ont 5 points. Par rapport au classement, il faut juste gagner 2 matchs et puis cette équipe-là quitte sa position délicate. Voilà, donc ce qu'on va retenir pour la zone nord, Aristide Covidien, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Tout va bien? Oui, très bien. On parle maintenant de la zone sud avec des matchs qui s'annoncent aussi intéressants. Asfosa qui reçoit Kotoko Football Club de Lavier. Tambo joue contre Koto de Moretan, un duel entre parlementaires. Ça va jouer à Dacha là-bas. On aura également un temps de JC à Gaza, Arabia, d'ailleurs, que Latif a vu avant le match. Jamais Arabia n'a été mieux en championnat comme son parcours de l'exercice 2019-2020. 4 victoires, 1 nul pour 13 points sur 15 possibles. Les Chameaux ont le meilleur total dans les 2 zones avec justement un fauteuil royal au moment d'affronter le Zibo Bolo de la zone sud à Gaza. La performance d'Arabia a des noms. Ali Adamou, le président, Kouba Diawakil, le coach, est aussi un effectif varié, fait de jeunesse et aussi d'expérience. Avec 0 but encaissé en 5 matchs, l'on ne pourrait pas ne pas mentionner la rigueur défensive du capitaine Alagno Kofi. Devant, Abou Malik, l'ancien de l'Étoile filante, et autres Sagbo sont bien entretenus par des passes académiques de Amevossi Raphaël, le maestro. Le tout pour un danger face à tous les adversaires. À Gaza, c'est un seul point sur 15, 4 défaites en 5 matchs. Bref, rien ne ressemble au Scorpion Noir de Tocoin au plan statistique. Match donc déséquilibré à tous égards. Le tout sous un ultimatum qui ne dit pas son nom, Mawina Kodjovi et sa suite étant en sursis sur le banc technique. Dolaïti Biakou, Délété Jean-Luc et autres Bachek Mohamed pourraient-ils sauver la tête de leur coach? C'est du wait-and-see. Wait-and-see, Aristide Covidien, le duel des extrêmes. Arabia contre Agaza. Oui, je crois que ça va être un match
intéressant dans la mesure où Agaza est une équipe totalement en convalescence aujourd'hui. Kodovi, Mawena et ses poulains vont devoir se jeter dans la bataille avec... C'est déséquilibré. Oui, c'est déséquilibré parce que déjà, l'équipe qui a gagné le moins de matchs, c'est évidemment Agaza. Même à la 4e journée, c'était Agaza et la JCA. Quand vous prenez même cette zone sud... Cinquième journée. Non, je parle de la 4e journée. À la 4e journée, parce que nous allons jouer la 6e journée de ce week-end. Nous avions joué la 5e journée le week-end. Le week-end surpassé, nous avions joué la 4e journée. Donc, je parle de la 4e journée. À la 4e journée, déjà, on avait 21 buts marqués, dont 6 ont été marqués, donc, je crois, à cette 4e journée. Et à cette époque, il faut vous rappeler, Agaza était en ballottage en ce qui concerne le nombre de matchs gagnés avec la JCA, c'est-à-dire l'équipe qui a gagné le moins de matchs. Par contre, on avait Arabia et puis Entente 2, disons... qui avait 3 victoires et un match nul encore. Oui, en tête du classement. Oui. Donc, c'était d'ailleurs les chiffres. Mais je crois que depuis la 4e journée jusqu'à la 6e journée que nous allons jouer ce week-end, Agaza n'est pas encore sorti de l'auberge. Je le dis simplement parce que si en réalité, au niveau du staff technique, on avait un tel résultat, parce qu'on ne gagne pas beaucoup même dans cette zone sud. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est seulement Arabia et Entente 2 qui font le boulot. Qui font le boulot. Le reste, c'est soit pour concéder un match nul face à l'adversaire, ou soit c'est pour perdre. Je pense quand même qu'Agaza n'a pas pu tirer les leçons de la 4e journée jusqu'à la 6e journée aujourd'hui. Sinon, Agaza pourrait quand même améliorer son classement. Mais je pense, à mon avis également, que c'est un débat ou c'est un duel assez déséquilibré, très très déséquilibré entre Arabia et donc cette équipe d'Agaza Football Club. Mais c'est le football. Aucun match n'est gagné d'avance. Peut-être, qui sait, c'est peut-être le match que Agaza peut gagner face à Arabia, parce que ça demeure après tout le football, et Arabia ne doit pas négliger son adversaire, parce que, attention, il y a les délétés, comme l'a dit tout à l'heure Latif Yourma dans son élément, des anciens joueurs, en tout cas, et Nifoul aussi qui a connu l'équipe nationale. En tout cas, c'est des expérimentés. Et même l'entraîneur, on dirait quand même que dans cette phase aller, il faut forcément faire face donc aux réalités et utiliser les bonnes méthodes. J'ai l'impression que la méthode Kodovi Mawena, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ou soit c'est le coaching qui n'est pas bon, ou soit c'est les joueurs qui n'ont pas, ou bien qui n'ont plus le niveau de la 2e division. Doit-il continuer ou démissionner? Bon, ça reste dans le secret des dirigeants d'Agaza, mais je sais que les entraîneurs sont jugés sur la base de résultats. Un entraîneur ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas, mais bon, ça peut également être dû au discours, hein, si il doit continuer ou pas. Maintenant, l'essentiel est que, est-ce qu'Agaza veut sauver sa saison, ou soit Agaza veut jouer les premiers rôles. Voilà, au club de choisir donc, entre les deux. Très bien. Oui, il a dit, si on ne veut plus de moi, je peux partir. Mais l'entraîneur lui-même peut partir si les résultats ne suivent pas, les résultats ne sont pas bons. Parce que là, Agaza a un seul point sur 15 possibles. Mais 3 points déjà pour Arabia, on peut le dire. Bon, 3 points pour Arabia, je pense que ça reste le football. Hein, sur justement les statistiques, oui. Mais voilà, sur le terrain, le rectangle vert peut décider en tout cas d'autres choses. Ça suppose que Agaza pourrait commencer par se réveiller au travers de cette rencontre-là qu'il joue face au leader. Et donc Arabia devrait forcément s'attendre à une opposition aussi rude. Maintenant, Mawena, il est de la maison. Mawena, c'est Agaza. Lorsqu'on parle de Mawena, c'est Agaza. Donc, difficile de le renvoyer? Pas difficile de le renvoyer. Ça suppose que si à un moment donné, les résultats ne sont pas là, même Mawena de la maison peut trouver autre chose. Autre chose, c'est de laisser quelqu'un d'autre venir essayer. Ça n'enlève en rien la valeur de Mawena. Hein. Ça n'enlève en rien. C'est pas parce que Mawena quitte Agaza qui n'est plus Mawena. Mawena n'a pas approuvé sur le banc d'Agaza. Il a eu déjà approuvé avec plusieurs équipes du Togo et puis l'équipe nationale du Togo. Et donc aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas. Ça ne va pas. L'année passée, c'était parti, c'est parti. Mais là, c'est bloqué. Quand c'est bloqué, il faudrait trouver des solutions. Si les dirigeants d'Agaza ont du mal à faire partir Mawena, mais Mawena de la maison peut à un moment dire, écoutez, je suis là, ça ne va pas. Ça, c'est même un point noir par rapport à Mawena. Mais c'est Mawena qui viendra amener Agaza en Détroit.
Écoutez, ça risque d'être un palmarès pour lui. C'est lui qui viendra amener Agaza en D3. Donc, moi, je dis, si, voilà, les dirigeants d'Agaza n'arrivent pas à dire Maouena partez, Maouena lui-même peut se décharger. Il peut même proposer, pourquoi pas, un entraîneur ou bien une solution à Agaza. Parce que je dis, Maouena reste quand même à Gaza. Et donc, à un moment donné, il faudrait que les dirigeants et l'entraîneur, le staff technique, parce qu'aujourd'hui, ça fait, l'entraîneur est d'Agaza, l'adjoint est d'Agaza, tout le staff, ce sont des anciens joueurs d'Agaza, y compris le président, ancien joueur d'Agaza. Ils peuvent trouver quand même une solution, aller chercher même quelqu'un d'Adido Gomez, aller chercher quelqu'un de Dacha pour venir, pourquoi pas coacher cette équipe d'Agaza, pour arrêter forcément l'hémorragie, parce que ça devient très inquiétant. Oui, c'est le dernier qui accueille le premier. Il y a 12 points d'écart entre ces deux équipes. Même sur le papier, c'est déjà déséquilibré. Si Agaza, dont on parle, lors de la 5e journée, a été incapable d'arracher les 3 points face même à la JCA, ça montre combien de fois cette équipe est dans la boue. Moi, j'ai suivi Agaza à certaines de ces rencontres et c'est comme si le message de Chicha ne passe pas. Le message de Chicha ne passe pas. Et les joueurs, le comportement des joueurs sur le terrain aussi est à revoir. Donc, toutes ces choses m'amènent à dire que, et en plus, l'adversaire, c'est les Chameaux. Eux, ils sont dans une forme où l'équipe qui pourrait leur empêcher d'avoir un point, c'était en temps qu'ils ont réussi à tenir en échec. Donc, moi, je vois que Gaza face à Arabia, ça va passer comme du couteau dans le bain pour les Chameaux de Tablibo, oui. Et Latif, que dire de ce duel de parlementaires Tambo Koto? Ça rappelle d'abord l'affiche il y a encore quelques mois de la D3, parce que ces deux équipes ont évolué dans la même poule. Et au décompte final, voilà, il y a eu comment on dit, l'équipe de Koto. Il y a eu également une autre équipe, et puis Tambo est venu jouer les barrages. Ouais. Mais ces deux équipes-là ont joué quand même ce qu'il convient d'appeler la D3. Et donc aujourd'hui, ces deux équipes, quelques mois après, se retrouvent en D2. Ça, c'est encore un plateau un tout petit peu relevé. Mais quoi qu'on dise, ça rappelle encore ces retrouvailles de la D3, parce que plusieurs joueurs sont restés encore là. Et puis voilà, c'est un duel de parlementaires. Il ne faut pas oublier que voilà, les cadres de la zone, des plateaux, on parle quand même de Logou, on parle de l'Est Mono. Et puis il y a l'honorable Ametodji d'un côté, l'honorable Akoda Kofi Joseph de l'autre. Ils se retrouvent partout. Aujourd'hui, ils vont se retrouver encore, mais en tant qu'adversaires. C'est ça aussi le football, en fait. Ils vont se retrouver en tant qu'adversaires, pas en tant qu'ennemis, en tant qu'adversaires. Adversaires, comment on dit, sportifs. Oui, sur 90 minutes. Voilà, sur 90 minutes. Et je crois qu'il y aura quand même de l'électricité dans l'air. Oui. Il y aura forcément un grand match. Et entre deux entraîneurs également, qui ne sont pas des moindres. Lorsque vous prenez Youssouf Rachid, il a beaucoup fait à la tête donc d'Abou Ossé Football Club d'Anier. C'est lui qui coach donc l'équipe de Koto de Montrétan. Et puis derrière, on a Noussoudian aussi, l'ancien international togolais, qui coach Tambo de Dacha. Ce sera un duel également à ce niveau. Le meilleur, forcément, va l'emporter. Très bien, le meilleur devra l'emporter. Et c'est ce week-end qu'on doit suivre tout ça. Le match de l'Étoile filante est reporté au 29 janvier. Il y aura donc 2 matchs avancés demain, un dans la zone nord. Et puis un autre en temps de JCA. En temps de JCA. Oui. Et avec JCA qui va peut-être chercher à enchaîner. C'est cette équipe a surpris tout le monde. Et en temps de qui va vouloir se rattraper. Qui va vouloir se rattraper. Oui, parce qu'il y a Arabia qui est devant. Donc ce sera un match intéressant. Intéressant en tout cas. Oui, on aura parlé donc de la D2 nationale de football. Il y a des matchs intéressants, si vous voulez, rendez-vous sur les stades où vous voulez pour supporter votre club. Et voilà, donc on va parler Chan avec la date, c'est en avril prochain, hein, le Togo qui se qualifie pour la compétition pour la première fois, c'est historique, doit se préparer. Il y a un deuxième regroupement depuis le début de la semaine, au lieu de 2 matchs amicaux pour les éperviers locaux, ce sera désormais un match contre le Niger, le 22, le Niger
qui prend part à une compétition, à un tournoi du côté de la RD Congo. Donc le Niger est disposé juste pour jouer un match contre les éperviers locaux. Il faudra se préparer parce qu'il y a des grands là-bas pour cette compétition. On a le Niger, on a la Tanzanie, on a l'Ouganda, le Zimbabwe, beaucoup de clubs ou bien d'équipes nationales qui ont une base solide sur le plan local. Le Niger, il faut en parler, l'Ouganda aussi, le Zimbabwe, et des équipes intéressantes, des sélections intéressantes à suivre. Et le Togo a l'occasion de pouvoir regrouper ses joueurs, de pouvoir trouver d'autres joueurs qui s'illustrent. Il n'y aura pas forcément ceux qui ont qualifié le Togo pour ce CHAN, les héros d'Agégué, comme on a commencé par les appeler. L'équipe nationale ou bien une équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. Oui, forcément, ce sont les meilleurs du moment. Et le football aussi, c'est l'ingratitude également. C'est ça, ça fait partie du football. Et donc, vous qualifiez une équipe, mais vous n'êtes pas là pour la phase finale. Soit vous n'êtes plus performant, soit vous êtes embêté par une vilaine blessure, ou soit vous quittez le championnat, vous allez monnayer votre talent ailleurs, et puis vous n'êtes plus qualifié. Et donc c'est ça. Il y a un joueur, par exemple, de la SCK qui a failli, par exemple, partir la semaine dernière. Je pense que le dossier est encore en instance, et ce joueur-là pourrait partir à tout moment. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini, il ne va plus jouer le CHAN. Donc c'est bien cela. L'entraîneur Abalo Dossé, on l'a dit, on le répète, devrait ratisser large. Je pense qu'en première division, on a des joueurs, mais on n'a pas que les bons joueurs en première division. En deuxième division, on peut également les trouver pour essayer d'étoffer. Je sais que la priorité, lorsque vous voyez les convocations d'Abalo Dossé, il essaye. Et je ne suis pas en train de le condamner. C'est comme cela, parce que la nature également frappe. Il faudrait, oui, justement, faire venir les héros, maintenant que justement le terrain même les disqualifie. Et c'est cela. Il peut justement voir que voilà, tel joueur ne joue plus, il n'est plus performant, il n'est plus... Mais mettez quand même certains joueurs devant le fait accompli. Vous leur faites venir, ils ne tiennent plus, et puis l'opinion est témoin de cela. Et Abalo apparemment donne la priorité à ces héros d'Agégué, mais je pense que d'ici avril, d'ici plutôt février, mars, il faudrait nous sortir une équipe du Togo, pas une équipe des héros d'Agégué. Il faudrait nous sortir une équipe du Togo qui pourrait véritablement aller challenger les noms que vous venez de citer, parce que justement l'histoire nous dit que la Tanzanie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, l'Érythrée, ces équipes, le Niger se distinguent beaucoup plus par le cru local. Alors que nous, on a une équipe nationale beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Et ça fait que lorsqu'on se retrouve pour des compétitions qui ne qualifient que les joueurs des championnats nationaux, ce sont ces pays-là qui sont quand même des équipes favorites. Et donc, le Togo n'est pas favori, mais le Togo également ne sera pas petit poussé parce que le Togo a fait tomber l'ogre nigérian. Ce sera quand même une compétition du 50-50. Maintenant, attendons de voir la forme de nos équipes, de nos joueurs d'ici avril, justement, pour cette phase finale. En tout cas, ce sera une compétition ouverte parce que là, quelque part, la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, le Ghana n'est pas qualifié, le Sénégal n'est pas qualifié. Le Nigeria. Ah, mais le Togo est qualifié. Mais quand même, oui, Aristide Kouvidien. Oui, le CHAN, c'est dans 3 mois. On a vu la mascotte, l'hymne officiel de cette compétition, ce qui veut dire que tout est fait prêt du côté du Cameroun. Il y a eu une réunion mercredi là-bas au pays de Paul Biya pour caler tout ça. Mais le Togo sera présent pour la première fois à cette compétition. Abalo Dossé, le sélectionneur de cette équipe, il en est conscient. Il l'a dit au retour d'Agégué, oui, il faudra travailler pour mériter sa place dans le groupe parce que c'est pas parce que vous avez qualifié le pays que vous devez être en sélection. Si vous n'êtes plus le meilleur, mais on vous met à l'écart. Ça, c'est la loi du football. Latif parlait d'ingratitude, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais je pense aussi qu'une équipe nationale,
se construit évidemment autour d'un noyau. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'on doit balayer tous les joueurs du revers de la main. Donc je pense aussi qu'on doit donner la chance évidemment à tous ces joueurs qui ont fait quand même la campagne parce que déjà ils ont une certaine expérience par rapport à la compétition, parce que ne gagne pas, le Nigeria, n'importe qui. Et donc vous comprenez que autrefois, le Nigeria ne jouait plus les préliminaires, mais désormais, le Nigeria doit jouer soit, je pense, le Bénin, lors de la prochaine campagne. Le Togo sera exempt. Le Togo sera exempt et le Togo va jouer le premier. Et ça, c'est également une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un acquis. Un match pour se qualifier pour... Oui. Voilà, vous savez, c'est un format assez simple aussi, parce que vous savez que, c'est vrai, le Togo a participé à la CAN des moins de 17 ans, sans pour autant participer à des éliminatoires. Ouais. Vous savez que le Togo a eu la chance même de jouer le mondial de cette catégorie. Organisé, parce qu'on l'a organisé. Aujourd'hui, le Togo n'organise pas la CAN, le championnat d'Afrique des Nations, mais le Togo s'est qualifié. Et donc, je crois quand même que c'est un exploit. C'est un exploit et le Togo, pour moi, fait partie donc de ces challengers qui iront à cette 6e édition. L'histoire retiendra évidemment qu'en 9 ans, le Togo aussi a réussi à écrire son nom dans le palmarès de cette compétition, ne serait-ce pour une première qualification. Je pense quand même que c'est une très bonne chose. Maintenant, le Togo sera très attendu par les 15 autres nations. C'est vrai que la Tunisie a désisté, que par moment, je pense que la Libye doit remplacer donc la nation tunisienne pour cette compétition. Mais tout porte à croire quand même que toutes les nations viendront avec un objectif assez précis, parce que le CHAN, avant tout, c'est une compétition majeure de la Confédération africaine de football et qui, à mon avis, s'apparente un peu à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, les joueurs qui veulent avoir beaucoup plus de visibilité, les joueurs qui sont dans notre championnat, les Nandricha, les Ozu ou encore les Adjani Moïse, pour les Bodé Sabou. Ce sera l'occasion pour eux de s'exprimer au plan international. Dans une compétition comme le CHAN, c'est un plateau relevé. Oui, c'est un plateau relevé. Il y en a forcément qui auront la chance peut-être de se retrouver, pourquoi pas la saison prochaine au Maghreb. C'est déjà une très bonne chose. Ou peut-être en Côte d'Ivoire, ou peut-être au Congo avec le TP Mazembe, ou encore le Daring comme Motema Pembe. Je crois que ça serait une très bonne chose de voir nos joueurs dans ces clubs, parce qu'en réalité, si on parle du CHAN, c'est aussi une génération. Vous savez qu'il y a eu des générations qui ont été sacrifiées, qui n'ont jamais eu cette chance-là de jouer les éliminatoires. Je me rappelle encore de la campagne de 2017-2008 avec la génération de Bassa Djeri, avec les Ouro Sama Hakim, ou encore le joueur Issifou Bourahana, qui n'ont pas réussi. Mais je pense quand même que c'est quand même un fait que ces jeunes sont en train de regretter. Mais je pense que ceux qui sont de cette nouvelle génération vont relever ce défi et ça va vraiment faire la fierté de la nation togolaise. En tout cas, oui, on souhaite que le Togo soit prêt avant cette compétition. Il n'y aura pas seulement, on va dire, participer le Togo avec les joueurs qu'il a, peut quand même revendiquer quelque chose là-bas au Cameroun. Ou bien, Félix? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il ne suffit pas d'y participer seulement pour y participer, mais quand même d'y participer et laisser son empreinte aujourd'hui. Si nous nous référons au parcours de nos deux clubs sur le continent, on a fait bouger le continent, on a failli de peu avoir une équipe en compétition pour la Ligue des champions africaine ou bien pour la Coupe CAF. Donc, oui, comme l'a dit Latif et Aressi tout à l'heure, on a un noyau sur lequel Abalo de Sèvres veut se greffer pour aller au CHAN, mais quand même, ça reste une compétition qui doit faire venir, sur qui on doit faire venir les meilleurs du moment. Et ces meilleurs, je laisse croire que le coach Abalo de Sèvres est en train de voir les joueurs, les méritants pour pouvoir nous sortir une équipe compétitive pour aller laisser son empreinte sur ce championnat. Pourquoi pas? En tout cas, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, c'est un excellent plateau pour les joueurs du continent. Dans leurs championnats locaux, c'est très important. Une vitrine pour eux, de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas taper dans les yeux des recruteurs. C'est aussi, on va dire, une forme de publicité pour les joueurs locaux sur le continent. Pas très loin du CHAN, on parle de la CAN,
qui revient maintenant en hiver encore. Après avoir essayé la compétition en été, Ahmad et ses collaborateurs ont trouvé que non, c'était pas le bon moment de jouer, c'était pas bien de jouer la CAN en juin-juillet, mais plutôt en janvier-février. Voilà, l'ancienne formule est de retour, mais c'est ça, pour la prochaine CAN, c'est comme ça. Oui, les rumeurs finalement sont devenues des clameurs. Je pense que depuis des mois, on savait que on devrait arriver à ce scénario. Et même on s'interrogeait sur le fait que si le Cameroun n'allait pas revivre donc le scénario de 2019 où on lui avait retiré l'organisation de la compétition, finalement confié donc au pharaon égyptien. Je pense que aujourd'hui ça peut paraître inadmissible pour certains du fait que la CAF est aujourd'hui sous tutelle. Vous savez que dans cette confédération africaine de football aujourd'hui, il y a une certaine Fatma Samoa qui est donc la secrétaire générale de la FIFA, qui est donc dans cette confédération. Les gens ont quand même, ou les observateurs africains aujourd'hui se posent la question de savoir si vraiment la CAF ou la confédération est encore autonome. Parce que quand vous vous référez au calendrier sur le plan international, où on a la Coupe du monde des clubs qui a été ramenée à la même période que la Coupe d'Afrique des Nations, où on s'attendait quand même à voir, disons, un décalage de la compétition. Je pense vraiment que la CAF sous Ahmad doit nécessairement donner une autre image pour que les gens ne pensent pas que vraiment c'est une confédération qui est aux ordres de la FIFA. C'est vrai qu'aujourd'hui, la CAF ne peut pas vivre en autarcie parce que le football à plein jour est un jeu planétaire. Nous sommes donc sous le coupole donc de la FIFA, de la Fédération internationale. Mais dans l'ordre normal des choses, je pense quand même que l'Afrique devait quand même prendre des décisions pour ne pas donner l'impression comme si on est sous les ordres de quelqu'un. Moi, je ne suis pas vraiment déçu parce que la raison qu'on évoque des raisons climatiques, même si on sait que derrière, ce ne sont pas vraiment les vraies raisons. Mais je pense aussi que ça a bousculé un tout petit peu les choses. Regardez par exemple, en ce qui concerne les éliminatoires, le Togo qui devrait avoir peut-être, ou les nations qui devraient avoir, disons, 4 à 6 mois pour pouvoir se préparer pour la 3e et la 4e journée, finalement vont se retrouver en mars. En mars, au lieu du mois d'août. Au lieu du mois d'août. Sur l'ancien calendrier, le Togo devrait affronter l'Égypte en août. En août, c'est le 31. C'est en mars. Oui, c'est maintenant en mars et ça va être compliqué parce que là, il va falloir tout de suite lancer la préconvocation aux joueurs, voir qui sont les joueurs qui sont en forme. Parce que regardez, par exemple, l'Égypte avec Mohamed Salah, qui n'est pas, disons, dans une certaine harmonie avec sa fédération, cela peut avoir des incidents sur la fédération égyptienne, voyez-vous, alors que si c'est toujours en août, on aurait dû peut-être aplanir leurs divergences pour faire jouer Mo Salah. Mais comme on le dit si bien, le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. Si Mohamed Salah ne joue pas, ça fera bien évidemment l'affaire des éperviers du Togo. Oui, Latifi Romain, la CAN qui revient en hiver, en janvier-février, et c'est qui a une conséquence directe sur le calendrier des éliminatoires. Avant, c'était en août, mais le Togo doit s'apprêter maintenant pour le mois de mars. Oui, je pense que ça a beaucoup d'implications. Aristide venait de l'évoquer. Et là, ça fausse les données. Les équipes qui ne sont pas prêtes auront du pain, pas sur la planche, mais dans la planche. Il va falloir fendre la planche avant. Parce que là, écoutez, je prends l'exemple de mon pays. Le Togo ne va pas bien. Le Togo avait quand même le temps, ou bien a le temps de se préparer mieux jusqu'au mois d'août. Parce qu'en août, on peut encore avoir des joueurs qui viendront. On devait être du retour du CHAN, on devrait. Mais là, déjà en mars, on sera obligé d'aller au front pour les 3e et 4e journées importantissimes dans l'optique. C'est 2 journées. C'est 2 journées. On joue contre comment on dit, l'Égypte. Si on ne prend pas au moins 3 matchs, on est éliminé. 3 points. 3 points, on est éliminé. Si on ne prend pas au moins 3 points, on est éliminé. Ça, c'est clair. Mais il faut dire aussi que l'Égypte a les yeux rouges pour avoir totalisé seulement 2 points sur les 2 premiers matchs. Justement, c'est parce que l'Égypte a les yeux rouges que ça devient compliqué pour nous. J'aimerais qu'on dise aujourd'hui que voilà, l'Égypte a 6 points et que le Togo aurait pu. Mais là, l'Égypte a les yeux rouges.
l'Égypte a les yeux rouges. Et l'autre aspect également, si Mohamed Salah est en froid avec la fédération égyptienne, ça suppose que les pharaons vont commencer peut-être à préparer l'équipe sans Mohamed Salah. Et si Mohamed Salah acceptait être là, mais il est en feu. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et là, ça devient compliqué pour tout le monde. Maintenant, pour le retour de la CAN en hiver, moi je pense que personnellement c'est une bonne chose, selon moi. Et on a parlé des joueurs africains qui ont du mal par rapport au calendrier de la CAN et aussi au calendrier de leur championnat. Voilà pourquoi la CAF a... C'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Mais qu'est-ce qui faisait courir à Madame? C'est une bonne décision, sauf que derrière, ça donne toute l'impression que voilà, on est aux ordres donc de la FIFA. De l'UEFA. De l'UEFA, de tout le monde. On est aux ordres de tout le monde. On n'est plus indépendant. Aujourd'hui, Ahmad, quand même, nous rappelle, quoi qu'on dise, Issa Hayatou, parce qu'on ne peut pas critiquer Issa sur toute la ligne. À un moment donné, le prince de Garoua arrivait quand même à s'imposer parce qu'on est une cinquantaine de pays au niveau de la CAF. Une cinquantaine de pays. Ça suppose que aujourd'hui, Gianni Infantino ne peut pas se passer de l'Afrique, par exemple, pour pouvoir véritablement faire passer ces décisions ou bien faire passer ci ou ça. Mais lorsque nous-mêmes, on n'est pas sérieux, on ne pèse pas, on est sous tutelle, on est. Voilà ce que ça donne. Un jour, on va ramener peut-être la CAN en décembre. On va jouer dans les moments de fête parce que voilà, on n'est plus là. On n'est plus là. C'est d'autres qui prennent des décisions à notre place. Vous pensez que la CAF n'est plus souveraine dans ses prises de décision? Oui, nous savons tous que la CAF actuellement est sous tutelle de la FIFA. Oui, la CAF est sous tutelle de la FIFA. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que cette décision a été prise pour l'Afrique, mais contre l'Afrique sans l'Afrique. C'est-à-dire, on n'a même pas pensé aux joueurs, on n'a même pas pensé aux sélections, on n'a même pas pensé à l'Afrique. Juste, la FIFA a primé son intérêt économique pour cette nouvelle compétition qu'elle a organisée pour la Coupe du Monde des clubs qu'elle organise en juin. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la FIFA serait capable d'infliger une telle décision à l'UEFA ou à la CONMEBOL si la Coupe du Monde des clubs coïncidait avec cette Coupe du Monde des clubs qu'elle organise. Aujourd'hui, vous savez, les joueurs africains souffrent énormément dans leur club en fonction des matchs de CAN qui se jouaient en janvier. Et Ahmad, lorsqu'il il voulait être candidat, lorsqu'il faisait sa campagne, a promis de délocaliser la CAN de l'hiver en été et qu'il allait augmenter le nombre de participations à 24 équipes. Et là, tout a été fait après une seule compétition. Il décide encore de ramener la CAN en juin pour... C'est du cafouillage. Du cafouillage total. On se croyait qu'il était venu pour essayer de faire améliorer les choses, mais il nous montre comme deux fois, il n'a pas de pouvoir, il ne pèse pas, qu'il est pire même que Issa Hayatou par le passé. En tout cas, oui. Et si on constate qu'il y a une erreur dans la décision qu'on a prise, mais est-ce que ce n'est pas fort de revenir en arrière et de dire oui, je me suis trompé? Ça aussi, on peut. Oui, mais Franck, mais c'est la façon. Vous avez sorti un mot tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait courir Ahmad? Qu'est-ce qui fait courir la CAF? Il faudrait mûrir quand même des idées avant de prendre des décisions parce que il y a trop de cafouillage sur ces derniers mois, sur ces derniers. Parce que là, lorsqu'on revisite un peu ce qui s'est passé à la finale de la Coupe de la Champions League, vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses. Des décisions s'allumer. Voilà, des décisions sont prises, c'est la FIFA qui les casse. Écoutez, mais quoi qu'on dise, la CAF devrait être autonome. Parce que moi, je ne suis pas en train de voir la FIFA casser des décisions de l'UEFA. L'UEFA est aussi forte de quoi qu'on dise. Maintenant, moi, je dis, par rapport aux élections et autres, mais l'Afrique est un creuset. C'est un grenier de voix. Et c'est aussi quand même sur ça qu'on pouvait s'accrocher pour pouvoir faire passer nos décisions. Malheureusement, Ahmad a trop de dossiers noirs et ça fait que voilà, il est en sursis, il est sous tutelle. C'est des mots qui sont là et qui sont justifiés aujourd'hui. Si on lui demande de revenir, je le répète, en décembre, il va revenir en décembre pour peut-être protéger sa tête. Voilà. pour qu'on ne lui sorte pas les dossiers derrière. Mais je pense qu'au-delà même du fait que la FIFA soit
soit soulagé parce que la compétition n'entre pas en concurrence avec son mondial des clubs. On peut s'attendre aussi à une levée de bouclier de la part des clubs européens. Rappelez-vous, dans un passé récent, les clubs anglais ont considéré le fait d'organiser la CAN en hiver comme une décision impopulaire parce que la plupart de ces clubs ne voulaient pas libérer leurs joueurs. On menaçait même certains joueurs de pouvoir perdre leur statut en club. Maintenant, aujourd'hui, on revient à cette décision. En tout cas, moi, je dirais que c'est le wait and see. On verra la réaction de ces clubs parce qu'après tout, les joueurs ne sont pas seulement des joueurs de la sélection, ils font partie également et c'est le club des joueurs qui jouent dans les clubs. Le retour en janvier, forcément, n'arrange pas les joueurs parce que souvent, beaucoup perdent leur place. Oui. Mais d'autres aussi gagnent des places quand ils reviennent de la CAN par rapport à ce à qu'ils leur ont pu, performance, leur prestation. Donc, il y a toujours, comment on dit, les deux côtés. Les deux côtés, le pour et le contre. Et voilà, on va juste marquer la pause et on vous retrouve. Et voilà, il y a un événement qui attend le football togolais dans pratiquement une semaine à Kara. C'est le congrès électif à la Fédération togolaise de football. Seul en lice, la liste Nouvel Élan. On promet un vote plébiscite, on promet un vote par acclamation. On va écouter le porte-drapeau de cette liste-là que vous connaissez, le colonel Gikossi Akpovi, par rapport au bilan. Durant le mandat passé, le comité exécutif que j'ai eu l'honneur de diriger avec la volonté d'insuffler un nouvel élan à notre football s'est employé avec succès à rétablir la confiance des autorités politiques, celle des instances internationales comme la FIFA, la CAF, renforcer et redynamiser l'administration, organiser des sessions de formation et de renforcement des capacités de différents acteurs qui concourent au bon déroulement des activités et la bonne administration des compétitions. Organiser et maintenir la régularité des compétitions nationales, engager nos sélections nationales dans toutes les catégories dans les compétitions internationales. Entamer la réalisation d'importants chantiers de rénovation de certains stades et du siège de notre institution. Instaurer enfin un climat de convivialité au sein de la famille du football togolais. Et voilà, le colonel Guy Kossik Bezondé Akpovi, oui, Aristide Kouévidien. Peut-on l'affirmer aujourd'hui, il n'y a rien en face. C'est fait, le congrès c'est le 25, hein. Il n'y a rien en face. Non, mais il n'y a rien en face, ça vous le savez mieux que moi. Et tout le monde a fait autour de ce plateau. Chacun, en ce qui le concerne, sera d'accord évidemment qu'il n'y a pas d'adversaire. Maintenant, le plus important, c'est de pouvoir respecter les engagements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute le président, on sent évidemment que c'est quelqu'un qui a envie de mieux faire par rapport au mandat quadriennal passé. Je pense qu'à la satisfaction aujourd'hui d'avoir essayé quelque chose avec ses collaborateurs pendant 4 ans, vient aujourd'hui l'envie de pouvoir faire d'autres choses beaucoup plus alléchantes avec une certaine détermination. Et donc, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir donc inviter les acteurs à l'accompagner dans cette dynamique. Sinon, vous savez qu'on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Aujourd'hui, il est là à la tête de la fédération et il sollicite un nouveau mandat auprès des électeurs, mais il ne sera pas aussi seul à travailler. C'est pour ça d'ailleurs on parle de la fédération. Lui, il fait partie donc du COMES, il est le président du comité exécutif et la fédération fonctionne évidemment avec des commissions. Je pense que c'est en cela que cela sera beaucoup plus déterminant si véritablement on veut voir le football aller loin. Parce que la dernière fois, je m'amusais même à faire une petite comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays comme le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire. Le Ghana, vous savez que récemment, ils ont changé de président de fédération. Donc, avec leurs ambitions, avec les programmes, je pense que ce qui va réjouir après 4 ans les acteurs, c'est le respect de façon scrupuleuse, disons, de ce programme d'action qui a été donc présenté, je me semble, le mercredi dernier à la paroisse universitaire Saint-Jean à Port-de-Lomé. Sinon, pour ma part, je pense qu'il y aura vote. Vous avez parlé d'un plébiscite, donc voilà, c'est le rendez-vous du 25 à Kara. Il y aura 27 votants latifs Yorouma. Les acteurs vont à Kara pour faire la fête.
A priori, oui, parce que voilà, a priori, oui, il n'y a que le colonel Akpovi. Et donc, qui va le battre, c'est lui qui va passer, je crois bien. Maintenant, beaucoup souhaiteraient que ça soit par acclamation. Je ne sais pas si c'est l'AG qui va le décider ainsi, parce que selon les informations, les statuts sont muets par rapport à cet aspect. Alors, s'il y aura acclamation et si l'AG décide qu'il y a acclamation, je pense que voilà, ça va passer très rapidement. Maintenant, s'il y aura vote, ça ressemble à un référendum. Et là, le référendum, c'est vrai, on peut gagner et avoir des regrets. Parce qu'on ne souhaiterait pas qu'on sorte de la salle, qu'on dise que voilà, c'est 15 seulement qui ont dit oui au colonel Guy Kossi sur les 27. Sur les 27, qu'on dise que c'est 15 seulement qui ont dit oui. Un référendum, c'est oui ou non. Ou bien qu'on aille à Kara, qu'on dise que c'est 13 qui ont dit oui à Covid. Et donc, ça peut arriver une telle situation? Mais écoutez, on est au Togo. Maintenant, je souhaite, comme tout le monde, que ça se passe comme une lettre à la poste. Parce que oui, on n'a plus le temps de tergiverser. On a juste le temps d'aller corriger les manquements du premier mandat. Parce que j'ai écouté le colonel, il a dit, le nouvel élan s'est employé avec succès. Je serai à sa place, je vais enlever l'adjectif succès. C'est employé parce qu'on attend encore des succès. Parce que les succès, on n'a pas eu tous les succès escomptés. Hein. L'équipe nationale, voilà pourquoi moi j'ai regretté le fait qu'ils disent merci à Claude Leroy pour le travail. Je ne sais pas merci pour quel travail. Il lui a dit merci pour le travail. Peut-être c'est pour graines du Togo. Alors que c'est Claude Leroy qui a gâté le bilan du colonel Akpovi. C'est parce que c'est sous Akpovi qu'on est mal classé de toute l'histoire du Togo. Mais ce n'est pas Akpovi qui a joué, ce n'est pas lui qui a coaché, mais c'est Claude Leroy qui a fait. Mais il lui a dit merci l'autre fois. Et donc moi je dis, on a juste le temps d'aller à l'essentiel, à Kara, de reconduire le nouvel élan pour qu'il se mette à nouveau au travail, parce qu'il a le temps de revenir encore pour un troisième mandat. Et pour justement préparer le troisième mandat, c'est dès maintenant. Ce n'est pas au soir, en décembre 2023 ou bien 2024, qu'il faut attendre préparer le troisième mandat. Il a le temps de préparer un troisième mandat et ça doit passer par déjà ce qui va se passer. Voilà, c'est d'ailleurs fini. C'est sur ça qu'on va se quitter. Merci Latif Yorouma, Félix. Voilà. Merci Elom Adovon, Aristide Kouevidien, un ASPM. À bientôt.